Alors, bienvenue à cette première conférence des Midi-conférences Techno-Innovation. Je suis vraiment content de vous voir. Donc, je suis responsable de l'événement avec également, entre autres, Mario Parenteau qui est assis à l'arrière, directeur de notre CCTT Innofibre. Alors, aujourd'hui, on va avoir le privilège de voir une conférence présentée par Julien Vassallo. Permettez-moi de vous présenter Julien. Avant tout, alors Julien a effectué des études en France où il a obtenu d'abord un diplôme d'ingénieur en optique et électronique. Par la suite, je pense qu'il était attiré par le Québec. Alors, il est venu poursuivre ses études pour faire une maîtrise à l'Université Laval sur l'optique adaptative à base des ferrofluides. Et il a complété le tout d'un DESS, c'est-à-dire un diplôme d'études supérieures spécialisé en enseignement collégial, ce qui explique beaucoup le fait qu'on l'ait avec nous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, comme vous le savez probablement, Julien est enseignant au département de physique depuis maintenant 4 ans. Julien est un passionné par l'animation puis aussi la vulgarisation des sciences. Il a à son actif plusieurs années, entre autres en improvisation. Et puis, il est actuellement libéré pour un projet de vulgarisation des sciences financé par la table régionale de l'éducation et de la Mauricie et également par le Cégep pour des conférences, en fait, qu'il donne aux élèves du primaire et du secondaire. Et bien sûr, cette activité-là est en lien aussi avec l'Observatoire. Alors, en lien également avec sa présentation d'aujourd'hui, Julien, sachez qu'il a mis en place, en fait, un cours optionnel, justement, qui parle de la vie extraterrestre, le sujet d'aujourd'hui. Alors, Julien va nous entretenir aujourd'hui sur les sciences et extraterrestres, les dernières avancées. Je te remercie beaucoup, Julien. Alors, je te cède la parole à l'instant. Merci à toi. Bonjour à vous. Bienvenue pour cette conférence qui va parler justement de la recherche de la vie extraterrestre et où on en est. Alors, du point de vue de la conférence, voici un petit peu le plan que je vais vous montrer. Je vais faire un petit historique, un petit rappel qui va me servir d'introduction. On va devoir poser un petit peu des bases sur la vie extraterrestre et pour cela, on va regarder très très rapidement c'est quoi la vie sur la Terre, pour avoir les bases pour savoir qu'est-ce qu'on recherche finalement quand on parle de vie extraterrestre. À ce moment-là, on regardera la recherche en action, la recherche actuelle qui est faite sur la vie extraterrestre. Et pour conclure, on regardera un petit peu l'impact dans notre société qu'a cette recherche, puis qu'a la vie extraterrestre. Là-dessus. D'un point de vue historique, donc comme vous le savez, il y a très très longtemps dans une galaxie lointaine, il y a 3 millions d'années, il y a eu l'arrivée du monolithe sur la Terre et il y a 10 000 ans, les reptiliens construisent des pyramides. Bon, alors, bien entendu, j'ai dit que c'était des prémices qui étaient tout à fait imaginaires. Je pense que les fans de science-fiction, vous avez reconnu l'introduction de Star Wars. Vous avez aussi reconnu l'introduction de 2001, l'Odyssée de l'espace, que ce soit le livre ou que ce soit le film, donc l'arrivée du monolithe sur la Terre. Et après, ici, vous avez ici un peu une théorie du complot qui est que les extraterrestres auraient aidé à la construction des pyramides. Je commence par cette historique pour poser une chose, c'est que dans cette conférence, je vais rester au niveau de la science actuelle, c'est-à-dire la science qui a les choses qui ont été démontrées, les choses qui s'appuient sur des preuves scientifiques. Ici, on en reparlera, j'en parle un petit peu au début, j'en reparlerai aussi un petit peu dans la fin, les impacts. Tout ce qui est théorie du complot ou tout ce qui est croyance du point de vue des, justement, les extraterrestres auraient aidé les anciennes civilisations ou les ovnis, c'est quelque chose que je n'aborderai pas dans le sens où il n'y a pas de preuve scientifique. Donc pour l'instant, je ne peux pas démontrer que les ovnis, c'est quelque chose qui est vrai. Il n'y a pas de preuve. Par contre, une chose, je ne peux pas non plus démontrer que c'est quelque chose qui est faux, parce que c'est une croyance. Et en fait, ce qu'on a là-dessus, c'est si je reprends vraiment l'historique, c'est la vie extraterrestre, actuellement, il n'y a pas de preuve qu'elle existe. On n'en a pas. Mais on se pose des questions. On se pose des questions, puis on la recherche. Et qu'est-ce qu'on a? C'est au début de l'Antiquité à la Renaissance, tant que la science actuelle, la science moderne n'était pas développée, c'était surtout une question philosophique.
Platon, si on regarde Platon avec l'allégorie de la caverne, donc c'est rapidement, c'est l'homme est enfermé dans une caverne, puis il essaye de chercher la vérité tout en étant enfermé dans une caverne. Ben pour la vie extraterrestre, on a un petit peu la même chose. Notre caverne à nous, c'est la Terre. L'homme, il a été au plus loin, c'est sur la Lune. Donc on se pose des questions sur la vie extraterrestre, tout en sachant que c'est beaucoup plus loin d'où on est capable d'aller. Même chose, Lucrèce, lui il s'est posé la question, il a été sur le principe de déterminisme. Il a dit, bah, si ailleurs il y a les mêmes causes, bah, ça va entraîner les mêmes effets. Donc les philosophes, ils se sont dit, bah, si ailleurs il y a une même Terre, avec les mêmes causes qui ont créé cette Terre, bah, pourquoi la vie ne se serait pas développée? Donc ça, c'était d'un point de vue philosophique, ça a été de l'Antiquité à la Renaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Donc de la Renaissance au XIXe siècle, la science a commencé à rentrer en jeu. C'est là où on a développé les observations scientifiques, notamment Galilée. Et avec les instruments qu'on s'est retrouvés dans cette période, ben, on a commencé à faire des observations, puis on a essayé de donner des explications, et avec de la vie extraterrestre. Notamment Lowell. Lui, il s'est retrouvé, il a commencé à observer Mars. Et avec les instruments de l'époque, pour lui, qu'est-ce qu'il observait? Ben, il observait des canaux sur Mars. Et il expliquait ces canaux d'irrigation par une civilisation extraterrestre. Donc vous voyez, même de la Renaissance au XIXe siècle, ben, la vie extraterrestre, c'est quelque chose qui était considéré dans la science. Sauf que ben, le développement des observations ont fait que, ben non, finalement, les canaux sur Mars, c'était pas ça. C'était pas construit par une civilisation. C'était, c'est juste qu'elle a une couleur rouge et c'est la surface qui était comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? À partir du XXe siècle, là, nos méthodes d'observation se sont nettement améliorées. Ça s'est tellement amélioré que, en fait, on s'est retrouvé avec un univers qui était beaucoup plus vaste que prévu. Jusqu'au début du XXe siècle, on voyait vraiment notre univers comme notre système solaire plus des étoiles. Et au début du XXe siècle, avec Hubble, on a compris la nature des galaxies. Les galaxies, c'était quoi? C'était un regroupement d'étoiles comme notre Voie lactée. Donc on est passé de 1000 milliards d'étoiles à 1000 milliards de galaxies, avec 1000 milliards d'étoiles chacune. Imaginez le nombre que ça fait. Même chose, on a commencé à partir du XXe siècle à émettre des fréquences radio. Et on s'est aperçu, on peut écouter l'univers, on peut écouter des phénomènes naturels, et on essaie d'écouter des phénomènes qui ne seraient pas naturels, qui seraient d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, on n'en a pas encore entendu. Et dernier point, autour des étoiles, qu'est-ce qu'on a commencé à apercevoir? Vous savez qu'autour de notre Soleil, il y a 8 planètes. Autour d'autres étoiles, il y a d'autres planètes. Et jusqu'en l'an 2000, il y avait 48 exoplanètes qui ont été découvertes. Si on remonte il y a 15 ans, on était à 48 exoplanètes. Et j'ai bien séparé 20e siècle avec 21e siècle, parce qu'on va voir que depuis 15 ans, ça s'est encore amélioré. Alors, tout ça, on est rendu où en 21e siècle? On est rendu à la recherche en action. Dans la réponse officielle de la Maison-Blanche, y a-t-il de la vie extraterrestre? Pour l'instant, c'est on en est à la recherche, on n'a pas encore d'évidence. Et puis, il y a 3 façons différentes vraiment pour essayer de rechercher cette vie. On va aller explorer notre système solaire, explorer les autres planètes, explorer les comètes. On va aller découvrir des exoplanètes. Donc on sort de notre système solaire et on essaie de voir les exoplanètes, où est-ce qu'elles sont. Et enfin, on essaie d'écouter, y a-t-il une civilisation qui va nous parler. Alors, pour faire cette recherche avant, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir, on cherche de la vie extraterrestre, c'est savoir qu'est-ce que la vie. Bon, la vie sur Terre, si je me base sur la définition, je m'excuse déjà auprès des profs de biologie, j'essaie de prendre une définition de la vie, ce qui est quelque chose qui peut être très très dur.
Mais si on se base sur le livre La vie ailleurs de M. Vincent Bocquéo, c'est le livre que j'utilise dans le cours Vie extraterrestre que je vous conseille fortement si vous êtes intéressé par le sujet. Un être vivant, qu'est-ce que c'est? C'est un système matériel capable de se répliquer à l'identique. Il est notamment caractérisé par une structure complexe et ordonnée. Comment on peut voir ceci? Donc deux facteurs. Le premier facteur, c'est la réplication. Donc répliquer à l'identique, mais avec une certaine évolution. Donc la réplication à l'identique, ça entraîne quoi? Ça entraîne l'évolution de la vie sur la Terre et ça prend des milliards d'années. On va en reparler notamment. Et enfin, la structure complexe et ordonnée, là on va aller beaucoup plus dans les molécules et dans les réactions chimiques. Et regardez ce qui est intéressant. Voici les 7 atomes les plus présents dans notre galaxie. Donc ces atomes, où est-ce qu'ils ont été construits? Ils ont été construits dans le cœur des étoiles. Au moment où une étoile va mourir, elle va aller disperser la matière. Donc dites-vous, comme dit Hubert Reeves, on est tous des poussières d'étoiles. Les atomes qui composent votre corps, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils proviennent du cœur d'une étoile. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et voici les 7 atomes les plus présents. Si on fait le compte, ça fait environ 99%. 99% des atomes de l'univers, ce sont ces 7 atomes-là. Donc 98%, ce sont les 2 premiers. Puis ceux-là, on s'intéresse, il y en a quand même une bonne partie. On s'aperçoit que l'oxygène et le carbone, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement pas mal dans l'univers. Et ce qui est de bien, c'est qu'en fait, les briques fondamentales de la vie, c'est quoi? C'est le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Donc, on est en train de se dire, on veut chercher de la vie dans l'univers, et on est en train de voir que la vie, finalement, c'est basé sur les atomes les plus présents de l'univers. Il y en a sur la Terre, mais il y en a énormément ailleurs. Donc, finalement, si on va retrouver ces atomes-là ailleurs, et notamment l'oxygène qui va être un marqueur de la vie, le dioxygène qui sera un marqueur de la vie, il y aura des fortes chances que la vie aura pu se développer. Ces atomes sont utilisés dans quoi? Sont utiles dans les réactions chimiques des molécules. Et ces réactions chimiques, elles se passent dans un solvant, et le solvant, c'est l'eau liquide. Donc on a besoin d'eau liquide pour que la vie apparaisse. Donc en fait, aussi, un des marqueurs, quelque chose qu'on va aller chercher, finalement, ça sera de l'eau liquide. Donc ça, c'est pour essayer de trouver la vie qui ressemblerait à la vie sur Terre. Et je ne vous parle même pas de la vie qui ne ressemblerait pas sur la vie sur Terre. Exemple, il n'y a même pas 2 jours, on est en train de se poser la question, y aurait-il de la vie qui pourrait se développer à partir de méthane? Et on pourrait peut-être avoir de la vie sur Titan. C'est sorti il n'y a même pas 2 jours. Mais ça, c'est d'autres questions, puis je pourrais vous en parler pendant des heures. On va rester sur la vie sur Terre, et c'est ceci. Donc, structure complexe avancée, plus aussi l'évolution de la vie. Et l'évolution de la vie, il y a un rapport avec, finalement, la teneur de l'atmosphère en oxygène. Il y a eu 4 étapes importantes dans l'évolution de la vie. Il y a eu l'origine de la Terre, où là, les molécules organiques ont fini par apparaître. Il y a eu les premières cellules, ce sont les cellules prokaryotes, ce sont elles qui ont commencé la photosynthèse. Et la photosynthèse, le rejet de la photosynthèse, c'est le dioxygène. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Le problème, c'est que le volcanisme était très actif à ce moment-là. Donc le dioxygène n'a pas pu se développer dans l'atmosphère. À partir du moment qu'il y a une diminution du volcanisme, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une explosion du taux du dioxygène. Les premières eucaryotes, donc des cellules qui respirent, qui possèdent un noyau et qui vont respirer, sont apparues à ce moment-là. Et avec la diminution du volcanisme, on a eu l'apparition de la couche d'ozone qui est arrivée, qui a permis de nous protéger finalement des rayons destructeurs du Soleil. Explosion du Cambrien, la vie finalement elle a pu aller sur la Terre et puis il y a eu une explosion des différentes espèces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait des espèces qui respirent,
il y a eu un équilibre qui s'est fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On est passé d'un taux qui était négligeable à un taux de 20% de dioxygène dans l'atmosphère. Et ce taux, c'est dû à quoi? C'est dû à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on trouve un taux de dioxygène dans l'atmosphère d'une planète qui va être de l'ordre de 20%, ben on peut peut-être se dire que ce taux-là, ça a été créé par la vie. Et en fait, dans la recherche actuelle, ben, on est à la limite de pouvoir analyser les atmosphères des exoplanètes et c'est ça notre plus gros marqueur qui va nous aider à trouver de la vie ou non extraterrestre. Ok, la recherche en action. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, on essaie de chercher les marqueurs de vie, donc carbone, eau liquide, etc. On explore notre système solaire. Donc on voit ici, on a Curiosity qui se prend un petit selfie, qui fait sa recherche avec grande... Non, c'est un petit photomontage, je vous rassure. Sinon, il l'aurait raté. Ici, on a, ça date de, je pense, 2014. Ici, on a Cérès, 21 février de cette année, le plus gros astéroïde. Et ben, c'est la première fois qu'on est en train d'aller le voir. Ici, novembre 2014, atterrissage de Philae sur la comète Chucky. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert de la chimie organique, c'est-à-dire la chimie basée sur du carbone. C'est pas quelque chose qui est encore vivant, mais on a trouvé des molécules sur les comètes Chucky. Sur la comète Chucky. Ce genre d'exploration, ça nous permet d'essayer de comprendre d'où est-ce qu'on vient, d'où provient l'eau liquide, d'où peuvent provenir les différentes molécules organiques qui sont sur la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par la NASA ou qui est fait par l'agence européenne. Première chose que l'on fait. Ailleurs, les exoplanètes. Donc si on veut étudier vraiment la vie extraterrestre, mais au-delà de notre système solaire, on regarde les planètes qui sont autour d'autres étoiles. Au XXe siècle, je vous en avais dit qu'on en avait découvert 48. Les là, les 48. Regardez le XXIe siècle. Puis regardez les 5 dernières années. Puis regardez l'an passé. On en est à plus de 3000. On est passé de 50 exoplanètes en l'an 2000 à plus de 3000 découvertes actuellement. Et juste dans notre galaxie, on pense qu'il y en a des milliards. En moyenne, il y en aurait peut-être 2 autour de chaque étoile. Bon, en fait, certaines étoiles n'en auraient pas, puis il y en a d'autres qui en auraient 5 ou 6. Et ça, c'est une exploration juste d'une partie du ciel. Et plus ça avance, plus on découvre des planètes qui sont semblables à la Terre. Rappelez-vous le déterminisme. Même cause, même effet. Si vous avez une planète qui est jumelle à la Terre, autour d'une étoile qui est jumelle du Soleil, à la même distance, avec la même période de rotation, pourquoi la vie ne se serait pas développée autour d'elle? C'est ce qu'on est en train de rechercher. Pour cela, comment la recherche est effectuée? 3 manières différentes. Première méthode de détection, c'est la première méthode qui est utilisée, c'est la vitesse radiale. C'est ce qu'utilise l'effet Doppler. J'ai une petite démonstration ici, c'est quoi l'effet Doppler? Écoutez bien, si une étoile est toute seule, elle va émettre de la lumière, puis on va faire un parallèle lumière et son, elle va émettre la lumière comme ceci. C'est plate. Mais s'il y a une planète qui tourne autour de cette étoile, qu'est-ce qu'on va avoir? La planète va mettre en mouvement l'étoile. Force de gravité, les deux vont se mettre en mouvement. Et qu'est-ce qu'on va voir l'étoile? Écoutez. Ça ne bouge pas, puis... Est-ce que vous avez entendu la différence? Il y a une variation. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est la même chose. Vous écoutez une voiture qui arrive vers vous, c'est plus aigu, et quand elle s'éloigne, c'est plus grave. Avec la lumière, c'est la même chose. Quand l'étoile va se rapprocher vers nous, sa lumière va tendre plus vers le bleu. Et si
l'étoile s'éloigne, sa lumière va tendre un petit peu plus vers le rouge. C'est ça qu'on va pouvoir repérer, c'est comme ça qu'on peut repérer est-ce qu'il y a une planète ou non. Deuxième méthode, on utilise le transit planète-Terre. C'est quoi un transit? C'est simple, c'est une éclipse. Donc ici, j'ai l'exemple d'un transit de Vénus qui est arrivé en 2012, qui est passé devant le Soleil, et puis on a pu l'observer. On a juste vu Vénus passe devant le Soleil. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que le Soleil est un peu moins visible. Il y a une petite tache d'ombre ici. Donc on a une planète qui passe devant l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? L'étoile nous est un petit peu cachée. Donc il y a une petite baisse de luminosité. Cette petite baisse de luminosité, on est capable de la mesurer. Et à partir de cette baisse, on fait des rapports d'air, on peut trouver le diamètre de la planète. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver le diamètre de la planète. Puis en mesurant le temps, c'est comme ça aussi qu'on peut calculer le temps d'orbite de la planète. Dernière méthode utilisée pour trouver les exoplanètes, celles qui sont en plein développement. Ici, j'ai un exemple du premier système solaire avec plusieurs planètes, autres que le nôtre. Et ça a été fait au Canada. C'est des chercheurs canadiens qui l'ont trouvé, en particulier, il y avait des chercheurs québécois ici. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la photo d'une étoile, on en prend énormément, on soustrait l'étoile et on essaie de regarder est-ce qu'il y a des points qui ont bougé dans toutes ces photos. On arrive à trouver des points qui ont bougé. Ici, on a trouvé 3 points. On commence à prendre des photos directement. Ça, c'est d'autres planètes en dehors de notre système solaire. Ce qui est intéressant au cégep, au niveau de la recherche, ces 3 types de recherche... Ah, je ne suis pas encore en fait. Ok. Je vais parler de ça avant. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, vous dites, là, oui, c'est les chercheurs qui font ça. Je ne peux pas trop y participer. Vous pouvez y participer avec Internet. Le transit planétaire, on a des milliers de données, voire des millions de données à analyser. Les ordinateurs peuvent le faire, mais on a encore besoin d'humains pour essayer de voir, est-ce que les ordinateurs, ils n'en ont pas oublié. Puis ça, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Planet Hunter. Regardez, on y va en direct. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'énerve. Voilà, Explorer. Hier, ça marchait très bien. En fait, c'est le gouvernement qui ne veut pas que je vous parle de tout ça. C'est la conspiration. C'est ça. Ok. Bon, ici, on a une petite introduction, puis on a des données de transit. Regardez bien. Ici, on a la luminosité d'une étoile. Et qu'est-ce qui se passe quand une planète va passer devant l'étoile? On va avoir une baisse de la luminosité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est essayer de repérer ces petites baisses. Donc là, vous voyez, c'est l'exemple. Donc, je peux aller sélectionner. Je sélectionne. OK. Là, ici, j'ai une petite baisse. Là aussi, j'ai une petite baisse. Puis j'en ai une dernière ici. J'ai trouvé mes 3 transits. Puis j'envoie. Ah. OK. Parfait. Et maintenant, il me donne les vraies données. Là, c'est des vraies données qui sont actuellement. Bon. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous donnent une petite aide, ils nous disent, là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais vous pouvez aller chercher dans les aides. Et ici, on voit dans les aides, ils nous expliquent quels sont les différents transits qu'on peut rencontrer. Une transit d'une planète seule, une autre planète seule, là, plusieurs fois, plusieurs transits en même temps, etc. Mais ils nous expliquent aussi, des fois, que ce n'est pas des transits. Exemple ici, ce n'est pas un transit. Bon, on voit c'est là. Ouais, on voit quand même un petit peu. Ici, ce n'est pas un transit d'une planète, c'est la transit d'une étoile. C'est une étoile double et
les étoiles passent, il y a une étoile qui passe devant qui fait que la luminosité baisse. Donc ça, c'est le genre de petit site que vous pouvez aller faire, que vous pouvez aller voir, puis vous pouvez vraiment aider la recherche scientifique. Et si vous trouvez une exoplanète, ils vont vous mettre en tant que discovereur. Vous êtes un découvreur d'exoplanètes. Bon, avec les 50 000 autres personnes qui ont analysé ces données-là, mais vous pouvez découvrir des exoplanètes. Je pense qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui ont été découvertes par Planet Hunter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez partir à la recherche d'exoplanètes, et puis peut-être que c'est cette exoplanète qui aurait de la vie. Donc vous pouvez participer à la recherche qui est actuelle, et ça, c'est des données qui vont être récoltées pour la NASA. Maintenant, au cégep. Les 3 méthodes qu'on a vues, c'est quelque chose qu'au cégep qu'on essaye de développer. Donc la première méthode, qui est la méthode de vitesse radiale, on est en train de penser sérieusement au futur achat d'un spectromètre. Ça prend un spectromètre pour pouvoir le faire. Ça nous permettrait de faire la mesure de la vitesse des galaxies ou de la vitesse de Saturne. Bon, pour les exoplanètes, ça serait un petit peu compliqué, mais c'est le genre de méthode, la vitesse radiale, qu'on peut utiliser au CGS. Et que vous pourriez utiliser si vous faites le cours de PFE et d'astrophysique. Si vous voulez faire de la recherche, l'observatoire, c'est fait pour ça. Donc, utilisez la méthode de vitesse radiale. Si vous voulez vraiment regarder des transits planétaires, puis aller faire des mesures de transit planétaire, on est capable d'en faire au CGEP. On en a fait. En voilà une. Voilà la luminosité d'une étoile et voilà la baisse due au transit d'une planète. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre avec l'observatoire. On est là pour ça. Cours d'astro, cours de PFE. Et enfin, la dernière chose, la prise de photo. Bon, prise de photo des exoplanètes, c'est trop lointain pour notre observatoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire dans notre système solaire. On peut le faire, par exemple, on a pris ici un astéroïde. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la même méthode, on compare les deux photos ensemble. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le point qui a bougé. Et regardez bien, ici vous avez ce point. 25 minutes plus tard, le point qui devrait être ici, il s'est déplacé, il se retrouve ici. Et ça, c'est un astéroïde. Et ça pourrait être très bien une planète naine. Et l'imagerie directe, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. C'est prendre plusieurs photos et après les comparer entre elles. Donc les 3 méthodes de détection qui sont utilisées pour trouver les exoplanètes, ce sont 3 méthodes finalement qu'on utilise aussi à l'observatoire. La première, on est en train de la développer. En fait, dernière chose dans la recherche en action, c'est la prise de contact. La prise de contact, qu'est-ce que c'est? Là, on ne va plus chercher les marqueurs qui sont le carbone, l'oxygène ou l'eau liquide, mais on va carrément chercher des civilisations avancées. On est en train d'émettre des ondes radio. Donc, il y a des civilisations qui pourraient nous écouter. Ou alors, elles pourraient émettre. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaie de les entendre. Y a-t-il un message? Y a-t-il des ondes radio qui sont émises par d'autres civilisations? On n'en a pas encore entendu. Puis, on essaye de leur parler. On leur envoie un petit message. Bon, le petit message, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais regardez bien, on peut repérer 2-3 choses. Donc ça, c'est le message d'Arecibo qui a été envoyé en 1973. Et on continue à essayer d'envoyer des messages. Mais si on essaie de le comprendre, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Là, on compte de 1 à 10 en binaire. Ici, c'est des molécules organiques. Là, qu'est-ce qu'on reconnaît? D'après vous, c'est quoi ceci? Quelque chose en forme d'hélice. C'est l'ADN. Là, on le voit, c'est l'être humain. Ça, c'est quoi? 9 petits points avec un gros point. Qu'est-ce que ça pourrait être? Avec le troisième on voit qui est un petit peu détaché. C'est notre système solaire. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer, Pluton, il est là. Donc, un extraterrestre, il reçoit ça, il reçoit 9 planètes. Attends, j'en compte combien, moi? Non, c'est Pluton, on devrait être enlevé parce que
Il y a d'autres corps aussi gros que Planck. On voit que la science évolue dans le temps. Et enfin ici, on reconnaît tout de suite, c'est l'antenne. Bon, ça c'est un petit message qu'on a essayé d'envoyer, mais vous voyez la difficulté, un extraterrestre il reçoit ça, comment il comprend? Même moi je suis pas beau là. Alors les extraterrestres, hein, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Même chose encore, ça utilise des radiotélescopes, ça c'est quelque chose de futur, on envisage de s'équiper d'un radiotélescope. Bon. Surtout pour quoi faire? Pour faire des analyses d'étoiles, des analyses de pulsars, etc. Pour essayer de voir, écouter finalement les étoiles, puis peut-être, si on écoute bien, on pourrait être la première antenne qui détecte quelque chose. Puis Eric deviendrait l'homme le plus célèbre du monde, avec une grande chance. Ok. Bon, cette partie de SETI, pourquoi on le fait? Pourquoi on cherche des civilisations? En fait, c'est ce qui nous intéresse, parce que trouver des petits microbes, comme je vous ai dit au début avec les exoplanètes, c'est intéressant, mais c'est pas ça qu'on cherche. Quand on parle de vie extraterrestre, on parle de quoi? On parle de civilisation avancée. Spock, etc. Allez, si on avait les Vulcains, je peux vous dire que ça serait les meilleurs qu'on pourrait avoir en extraterrestre. Ici, si on regarde, on a essayé d'évaluer d'un point de vue scientifique le nombre de civilisations qu'il y avait dans notre galaxie. Donc N, ce serait le nombre de civilisations intelligentes de la galaxie, et c'est égal à plein de facteurs. Le seul facteur où on est à peu près d'accord, les scientifiques, c'est le nombre d'étoiles qui sont créées dans la galaxie par année. Après, ce sont des facteurs, le nombre de planètes qu'il y a, le pourcentage de ces planètes compte de l'eau, compte de la vie intelligente, etc., la durée de vie de ces civilisations, etc. Ce qui fait que dans l'équation de Drake, la solution, elle part de 1. Pourquoi 1, d'après vous? Oui, on est présent. Une civilisation, il y en a au moins une, c'est nous. Et ça va de 1 à plusieurs millions. Comme ça, c'est une équation qui est précise. Hein. C'est de 1 à plusieurs millions. L'intervalle de confiance, c'est comme le pourcentage d'écart, c'est... Mais cette équation de Drake, et puis avec tout ce qu'on découvre, des millions de planètes, beaucoup qui ressemblent à la Terre, etc., très intéressant, mais on se pose une question. C'est le paradoxe de Fermi. Si il y a une très grande chance qu'il y ait de la vie extraterrestre, avec les milliards d'années qui se sont écoulées, en fait, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où est-ce qu'ils sont? Y a-t-il un extraterrestre dans la salle? C'est ça le problème. On n'a pas de signe pour l'instant. Et en fait, il y a plusieurs réponses possibles. Puis quand je vous ai dit, je vous ai parlé des ovnis, etc. au départ, je vous ai dit, il n'y a pas de preuve pour l'instant. Ça serait dans les réponses possibles. Peut-être qu'ils sont déjà en train de nous surveiller, mais on ne le sait pas. C'est une des réponses. C'est pas la seule, peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Ou peut-être que la distance qui nous sépare est beaucoup trop importante, puis finalement on a du mal à communiquer. Pour vous donner une idée, ça c'est la taille de notre galaxie. Un extraterrestre, il serait capable d'entendre quoi? Voilà la taille de la radio qu'on a émise. D'accord? Puis je l'ai fait encore trop gros. Ça, c'est la taille de notre galaxie. Puis si une civilisation nous a entendus, ça fait 100 ans qu'on émet des ondes radio. C'est ça qu'elle est. C'est autour de là. Alors, je peux vous dire que si nos voisins, ils habitent là, ce qui serait quand même assez proche, ils ne nous ont pas encore entendus. C'est une des réponses possibles. Il y a plusieurs réponses comme ça. Donc, pour conclure, en fait, oui, dans le programme SETI, si vous êtes intéressé à participer au programme SETI, vous le pouvez. Puisque ça, vous imaginez que c'est de la recherche pure, et de la recherche pure que le jour où il y a une réponse positive, ça va être la plus grande découverte de tous les temps, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule réponse positive qui est possible.
Donc en attendant, ça peut coûter cher, puis c'est pas forcément la recherche qui est très financée. Donc ce que vous pouvez faire, votre ordinateur il peut servir pour aller écouter, essayer d'écouter l'espace. Donc vous pouvez aller sur le programme, aller télécharger le programme de City Home, et votre ordinateur il va servir pour essayer d'écouter, y a-t-il des civilisations qui nous envoient un message. Donc ça je vous conseille de le faire, ça le fait directement, puis vous n'avez aucun calcul à faire. Encore une fois, il y a de la recherche participative. Ça c'est intéressant. Pour conclure, l'impact dans la société. En fait, ils construisent nos cités, ils nous surveillent, ils vont bientôt nous envahir. Tout ce que je vous ai dit, je suis payé par le gouvernement pour ne pas dire la vérité. Donc tout ce que vous avez écouté, non. En fait, ce que je veux dire, la vie extraterrestre, il faut faire très attention à ça. Là, je suis resté dans le domaine scientifique. Je vous ai montré qu'est-ce qui était fait dans le domaine scientifique. Mais en fait, faites très attention. Il y a beaucoup d'impact dans notre société. Il y a la science-fiction, il y a la théorie du complot, il y a des questions philosophiques, des questions commerciales, etc. Pourquoi? Je vais citer Constantin Tsiolkovsky, c'est le père de l'astronautique, donc c'est lui qui a inventé en fait les fusées, c'est pas dire. La Terre, c'est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Je reviens à l'allégorie de la caverne. On est sur Terre, mais on ne l'a pas encore quitté. Mais le jour où on va le quitter, on va partir à l'inconnu. La grande question, c'est de savoir, dans cet inconnu, il y a quoi? Est-ce qu'il y a du monde ailleurs ou non? Puis en fait, c'est pour ça que les extraterrestres, ça nous intéresse autant. On les retrouve autant dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, les théories du complot, tout ce qui est sur Internet. Il y a des sectes religieuses qui sont basées aussi sur les extraterrestres. Ça porte sur quoi? Ça porte sur le futur de l'humanité. On va quitter la Terre, y aura-t-il ou non des gens qui vont nous attendre? La philosophie, on recherche la vérité. La science, les extraterrestres seraient avancés, nous feraient bondir du point de vue scientifique, même le commerce, etc. Le dépassement. Les extraterrestres, ça représente quoi? Ça représente le dépassement de notre berceau, qui est la Terre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour cette intéressante conférence. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tantôt, vous avez dit qu'on était passé de 50 exoplanètes à 3000. Dans quel délai ça m'a échappé? En 15 ans. En 15 ans? En 15 ans. C'est pour vous montrer que pour ça que j'ai fait une distinction entre 20e et 21e siècle. Actuellement, il y a un développement de la science qui est encore phénoménal. On peut croire qu'on a découvert tout ce qu'il fallait dans la science, c'est absolument pas vrai. Tout ce que je vous ai montré, Mars Curiosity, Philae, Dawn pour Cérès, ce sont des choses qui avaient moins d'1 an. Et bientôt, on va arriver, au printemps, là, on va arriver à Pluton, avec New Horizons. Donc actuellement, la recherche, elle est encore très vivante. Juste en 15 ans, on est passé de 50 exoplanètes à 3000. Il faut encore analyser tout ça. Donc la science est vraiment très vivante dans ce domaine. Et en plus, la NASA dit que pour l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes, on pense que dans les 10 à 20 prochaines années, on va trouver des marqueurs de dioxygène, puis on va vous confirmer que la vie extraterrestre existe. Dans les 20 prochaines années, d'après eux, on va pouvoir trouver un marqueur qui est le dioxygène. Et ce marqueur de 20% dans l'atmosphère, ça sera un très, très puissant outil pour dire ça, d'après nous, c'est fait par de la vie. Donc il y a une vraie évolution de la recherche là-dessus qui se fait. Et dans les 20 prochaines années, si on vous annonce qu'il y a de la vie extraterrestre, je ne serais pas du tout étonné. Merci. Julien, est-ce que ça se peut que le message qu'on a envoyé il ait bel et bien été reçu, mais qu'on est en attente de la réponse? Le problème actuel, 1973, on va arrondir en 1975, ça fait 30 ans.
Le problème, c'est que ça veut dire qu'il a été reçu à 30 années-lumière au plus loin de nous. Et s'il nous envoie la réponse ce serait dans 30 ans. À 30 années-lumière, autour de nous, il y a quoi? Il n'y a pas tant d'étoiles que ça. Ça serait peut-être Vega maximum que ça aurait été atteint. Ouais. Vega, ouais. Vega au maximum. Donc, on a touché encore trop peu d'étoiles. Puis même quand... C'est ça le problème. C'est 100 années-lumière autour de nous, c'est vraiment très petit. On est en train de trouver des exoplanètes qui sont proches de nous, mais qu'aurait la vie, on ne sait pas trop. Là, puis, le temps de réponse serait important. Là, il y a une exoplanète qui nous ressemble énormément, mais qui est située à 650 années-lumière. C'est-à-dire que si on envoie le message, il va être reçu dans 650 ans. Puis s'il nous renvoie la réponse, c'est dans 650 ans de plus. Donc ça fait 1300 années pour nous répondre. Donc la communication, communiquer avec des extraterrestres, ça risque d'être très compliqué. Tout ce qu'on verrait, ça serait « Ah, ils sont là ». Mais communiquer avec eux, ça pourrait être très difficile. Mais, en même temps, la recherche actuellement dans la NASA, ils sont en train de regarder est-ce que théoriquement, un moteur qui irait plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, qui courberait l'espace pour faire un raccourci, ça serait possible. D'un point de vue théorique, ça pourrait être possible. Et puis, si vous êtes intéressé par ça, je vous conseille fortement le film Interstellaire, qui, d'un point de vue théorique, il est vraiment très très bien fait. Donc, on a l'impression des fois de vivre un peu dans la science-fiction actuellement, mais la NASA regarde si d'un point de vue théorique, on ne pourrait pas essayer de courber l'espace pour essayer d'aller un peu plus vite. Et ça serait peut-être un petit peu plus facile, mais on parle de choses qui seraient dans peut-être 500 ans. Donc ça commence à être compliqué. D'autres questions? Oui. Mais quand vous parlez de communication, est-ce que vous vous attendez à communiquer avec des êtres intelligents, ou si vous considérez, disons, qu'une cellule, c'est vivant, donc vous cherchez la vie, genre quel niveau de vie vous cherchez, disons, ailleurs? Dans la recherche, les deux types de recherche, dans l'exploration de notre système solaire, c'est sûr qu'il n'y a pas de la vie intelligente dans notre système solaire. Par contre, il y a des chances pour qu'il y ait de la vie directement, mais ça serait de la vie cellulaire. On cherche surtout où? Il y a deux endroits possibles dans notre système, ça serait Titan, satellite de Saturne, qui a une atmosphère qui ressemble beaucoup à la Terre primitive. Puis il y aurait Europe, satellite de Jupiter, où il y aurait un océan sous de la glace. C'est quasiment sûr qu'il y a un océan, il y aurait peut-être de la vie qui se serait développée. Mais là, on parle d'organismes cellulaires ou d'organismes peu développés. Même chose dans les exoplanètes, si on trouve un marqueur de vie qui est le dioxygène, ça serait sûrement peut-être de la vie peu développée. Le programme SETI, par contre, on recherche là vraiment des civilisations avancées qui pourraient communiquer avec nous. Donc il y a vraiment deux parties très différentes. Une partie qui est très développée, la recherche sur la vie en elle-même est très développée. La recherche sur la civilisation intelligente, un petit peu moins développée parce que ça fait 30 ans qu'on cherche et on n'a toujours pas de réponse. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors sur ça, merci beaucoup. Merci encore une fois. Bravo pour ta présentation.